Bonjour à tous et bienvenue à notre première édition de Next TV Ad France. Au cours de cette journée, les intervenants débattront sur les innovations de la publicité en France. Nous tenons à remercier nos sponsors Synamedia, Yahoo, Bitmoving, les intervenants, les modératrices et aussi bien que les participants. Découvrons les thèmes qui seront abordés durant cette journée. Pour commencer, de 10h05 à 10h50, nous aurons un panel dédié un an après le lancement de la TV segmentée en France. De 11h05 à 11h30, focus sur la TV adressable en Belgique. De 11h45 à 12h15, une session avec Yahoo, consoles et jeux vidéo, les nouvelles opportunités publicitaires pour les marques sponsorisées par Yahoo. Juste après le déjeuner, nous aurons un panel dédié sur la nouvelle ère pour la mesure de performance des campagnes publicitaires. De 14h10 à 15h10, un panel dédié sur la publicité programmatique sur l'écran TV. Et pour clôturer, nous aurons un panel sur les stratégies publicitaires avancées des plateformes OTT, les opportunités de la publicité digitale. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce matin Emmanuel Godard de Canal+, Olivier Lebeau de TF1 Pub et Christophe Philippe de Bouygues Télécom pour le panel un an après le lancement de la télévision segmentée en France. Ce panel sera modéré par Saïva Nibier de Dataxis. Saïva, tu as la main. Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur cette première édition de la conférence Next TV Ad France. Donc, pour ce premier panel, nous allons revenir sur le lancement de la télévision segmentée en France en prenant bien le temps de comprendre les enjeux qui ont sous-tendu le déploiement pendant l'année 2021 et en explorant les expériences des différentes parties prenantes du projet, les opérateurs, les chaînes de télévision, les régies publicitaires. Donc, grâce à nos invités d'aujourd'hui, nous allons comprendre ce qui fait l'exception française dans le domaine de la télévision segmentée, c'est-à-dire la possibilité de ciblage des campagnes publicitaires selon le profil des foyers en suivant des segments prédéfinis. C'est ce que nos invités d'aujourd'hui vont nous expliquer en revenant sur les spécificités de l'industrie télévisuelle française, la nécessité d'uniformisation des solutions qui sont déployées, des standards dans l'industrie et dans une plus large mesure les défis technologiques qui sont posés par cette évolution sur le marché de la publicité. Voilà, donc si vous avez des questions tout au long de la session, n'hésitez pas à les poser via le chat que vous avez sur votre écran et nous tâcherons d'y répondre pendant la session ou en fin de panel. Voilà, alors pour commencer et pour que tout soit clair pour les participants à la conférence, je vais vous demander à nos invités de se présenter en quelques mots, de vous présenter votre société et les activités que vous y déployez. On peut commencer par vous, Emmanuel. Bonjour à tous, Emmanuel Godard. Donc moi, je travaille à la régie publicitaire du groupe Canal+, donc Canal+ Brand Solutions, et je suis en charge du marketing digital, de la data et de l'innovation, et bien entendu du sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est le lancement de la télé segmentée. D'accord, Christophe. Oui, bonjour, donc Christophe Philippe de Bouygues Télécom. Alors, de mon côté, je travaille à la Value Factory, qui est une cellule de diversification de Bouygues Télécom, et je suis en charge des sujets publicitaires, et donc avec le sujet important et principal de la télé segmentée aussi en France. D'accord, et Olivier, quelques mots d'introduction. J'ai l'impression qu'Olivier a un petit problème, en fait. Donc peut-être que Olivier, vous pouvez essayer de vous reconnecter. Et puis, on va continuer. Continuons avec vous, Christophe. 2021 a été l'année du lancement de la télévision segmentée en France. Est-ce que vous pouvez, pour les gens qui nous regardent, nous expliquer comment s'est passée la mise en place et quel a été le rôle de Bouygues et quel est le rôle aujourd'hui encore de Bouygues dans la diffusion publicitaire ciblée au sein de l'environnement télé? Alors, le lancement de la télé segmentée, c'est le fruit d'un travail collectif, parce que c'est un travail qui a été fait par le marché entre les opérateurs, donc Bouygues Télécom, Orange, SFR et bientôt Free, et puis le SNPTV, donc avec TF1, M6, France TV, Canal+, etc.,
où c'était le fruit d'un travail collectif pour lancer la télé segmentée, avec Orange qui est sorti en premier, en fin d'année dernière, suivi de SFR en mars et Bouygues Télécom dont on est sorti fin juin. Donc, on a, nous, côté Bouygues, on est sur les 3 groupes de chaînes, TF1, France TV, M6 aujourd'hui. Canal, dans quelques jours, quelques jours, mais on est en train de lancer le service. Et donc, voilà, donc ça a été une première étape, ce qu'on appelait souvent une phase de MVP marché, c'est-à-dire qu'on était avec une ouverture seulement d'un spot sur un break et hors prime time. Et puis là, on est en train aussi d'ouvrir collectivement le prime time et le multispot avec Orange qui est sorti ce mois-ci, je pense, côté prime time. Nous, on va sortir le mois prochain. Et globalement, l'ensemble du service sera full, c'est-à-dire toute la journée avec multispot d'ici fin T1 2022 au niveau des opérateurs. D'accord. Olivier, est-ce que vous êtes avec nous? Ça y est, ça marche. Je suis passé en mode. Super. C'était pas évident. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite présentation de ce que vous faites chez TF1? Ah, je crois que... Ah, oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, je m'appelle Olivier Lebeau et donc je dirige la partie trade digitale de TF1. Donc, je suis en charge de la commercialisation, évidemment, avec mes équipes de MyTF1, LCI et Studio 71. Et voilà, j'occupe ce poste depuis un petit peu moins d'1 an et ravi de participer à ce panel. D'accord. Donc, côté TF1, comment s'est faite la mise en œuvre du service de télévision segmentée en partenariat avec les opérateurs? Alors, côté TF1, on a lancé la TV segmentée début janvier 2021. D'abord sur un principe de MVP, tout d'abord avec l'opérateur Orange. Donc le MVP, c'est ce qu'on appelle le Minimum Viable Product. Et donc ces 6 mois, pendant ces 6 mois qui sont des 6 mois de test, on s'est attaché effectivement à lancer nos premières campagnes de télévision segmentée. Donc, comme je le précisais avec Orange. Et puis ensuite, Bouygues Télécom nous a rejoints dans l'aventure. Donc là, nous étions plutôt début juillet et nous sommes donc jusqu'en phase de MVP avec Bouygues jusqu'à la fin du mois de décembre. Et puis, nous aurons prochainement un 3e opérateur qui va nous rejoindre, histoire de renforcer notre offre de télévision segmentée. Et aujourd'hui, la télévision segmentée chez TF1 a d'abord été lancée avec un objectif d'aller sur de la conquête, sur des annonceurs qui n'avaient pas les ambitions ni même les moyens d'être présents voilà, sur les chaînes du groupe TF1 et notamment TF1. Et la mission est plutôt remplie puisqu'on a réussi à aller chercher 2 nouveaux annonceurs. En l'occurrence, on a 60% des marques qui nous ont accompagnés sur ce lancement, qui sont plutôt des PME, PMI et qui avaient des budgets pour pouvoir communiquer en TVS qui ne dépassaient pas les 5 000 €. Donc extrêmement en décalage par rapport à ce que peut coûter habituellement une campagne sur TF1. Et donc en soi, c'est plutôt un succès et pour nous, en tout cas, on positionne la TV segmentée comme une poche de croissance. Alors pas sur l'année 2021 ni sur l'année 2022, mais plutôt sur les 3-4 années à venir, considérant qu'on s'est inspiré de l'exemple de ce qui a pu se passer au UK notamment, et qui montre que la télé segmentée, c'est vraiment une poche de croissance, en tout cas pour la télévision linéaire et puis même pour le digital. Et pour avoir une idée du poids qu'a représenté la publicité ciblée en 2021, combien de campagnes ont été diffusées? Quelle est la proportion des spots qui ont été ciblés cette année? Alors justement, j'ai demandé au service marketing de me préparer quelques informations. Alors à date, on a dépassé les 120 campagnes. Comme je vous le disais au début, on était sur un ticket moyen qui était quand même relativement faible puisqu'on n'était pas au-delà des 5 000 €. Maintenant, on est sur des tickets qui sont plutôt aux alentours de 15 000 € par campagne, sachant que même si la majeure partie des annonceurs qui nous suivent sur la télé segmentée sont constitués de PME, PMI, donc plutôt commercialisés avec une approche dite locale, les Big Five, c'est-à-dire nos agences partenaires, qui ont plutôt ce qu'on appelle des grands comptes, aujourd'hui viennent à la TV segmentée et commencent à utiliser la TV segmentée pour sa promesse, c'est-à-dire c'est le meilleur des deux mondes, c'est la télévision, donc le plus grand écran du salon, avec toute la granularité du ciblage qui est offert sur la télévision segmentée. Et donc on commence à avoir de plus en plus de grandes marques, des constructeurs auto, de la distribution spécialisée,
qui testent la télévision segmentée en renfort de ces campagnes nationales traditionnelles. D'accord. Et donc, si on se projette sur la sortie du MVP et sur 2022, sur les projets, les évolutions techniques qui sont attendues pour l'année prochaine, quelles sont les prochaines étapes, Christophe, qui pourront notamment permettre de sortir de cette phase initiale de prudence? Disons qu'il y avait deux choses. Il y avait la phase, donc, comme expliquait Olivier, de MVP, où pour nous, c'était aussi s'assurer que le service était opérationnel, hein, parce que la problématique des opérateurs depuis le début, c'était quand même l'expérience de nos abonnés, hein. Donc, le remplacement doit se faire sans coupure, avec une qualité attendue en télé. Donc, il y avait aussi cette phase-là de MVP qui était aussi pour nous de valider que l'infrastructure tiendra la charge et que les volumes qu'on avait estimés correspondent bien à la réalité. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Et collectivement, on est en train de sortir cette phase de MVP. Donc ça, c'est la première étape. Il y a eu aussi un travail d'harmonisation. Alors, on avait eu une première base de segment data qui avait été demandée par le CNPTV aux opérateurs avec le ciblage PMG, à l'iris, le code postal, etc. Et on a enrichi l'offre data. Et donc là, on est en train aussi de mettre en place des process pour que ce soit assez fluide. À partir du moment où une chaîne demande un segment, qui soit mis dispo l'ensemble des autres chaînes, qui soit aussi dispo au niveau des opérateurs. Donc voilà, donc là, pour nous, on a cette année zéro, alors même si on a eu plus de centaines de campagnes, je pense 200 campagnes au global côté Bouygues. L'idée, c'était quand même de dire, à un moment, il faut quand même qu'on s'harmonise et qu'on mette en place un petit peu, qu'on robustifie les process. Et c'est ce qu'on a fait aussi avec les différentes chaînes. Donc, c'est un travail d'harmonisation avec les autres parties prenantes. Voilà, pour préparer un run qui sera beaucoup plus fort en 2022 et les années après. D'accord. Emmanuel, je me tourne vers vous. Pour la régie de Canal+, le lancement est plus tardif. Où en est déjà le lancement de l'offre aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on a décidé en fait au sein du groupe de migrer toutes les régies de diffusion de toutes nos chaînes sur un seul site. Donc, ce qui fait que ça a retardé en fait le marquage de nos chaînes. Et donc, comme vous le dites justement, ça y est, on va démarrer. Donc là, on démarre incessamment sous peu avec Bouygues Telecom, et donc on est sur les starting blocks avec Christophe en ce moment, et puis ensuite avant d'élargir début 2022 en déployant également sur le parc Orange. Alors, c'est vrai que j'ai envie de dire, passer la frustration un peu du début de partir après nos petits camarades. En revanche, c'est vrai que aujourd'hui, maintenant qu'on est prêt à démarrer, peut-être que ça va plus vite parce que nos petits camarades ont pu essuyer certains plâtres avant nous. Et puis aussi, ce dont parlait Christophe il y a un instant sur cette sortie de MVP, c'est vrai que nous, quand on démarre, on va avoir la chance de pouvoir très rapidement proposer de la télé segmentée également pendant les tranches horaires du prime time, ce qui n'était pas forcément le cas en fait il y a encore quelques semaines, quelques mois. Oui. Sinon, de notre côté, en fait, ce qu'on attend pour 2022, et là, je rejoins totalement ce que disait Olivier, c'est-à-dire que la télé segmentée, pour nous, c'est une énorme poche de croissance, dans le sens où aujourd'hui, quand on regarde sur le marché, il y a en gros à peu près 60 000 annonceurs qui communiquent en médias. Il y en a, alors sauf erreur de ma part, il y en a à peu près 3 000 qui communiquent en télévision. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 95% des annonceurs qui communiquent en médias, mais qui ne sont pas présents sur le média télé, même au-delà des régies en fait de chacun. Et donc, on voit à quel point ça constitue pour nous une énorme poche de croissance d'aller chercher justement ces annonceurs qui, entre nous, je pense que pour la plupart d'entre eux, ils rêveraient de pouvoir monter en télé. Simplement, ils ne le faisaient pas parce qu'ils n'avaient pas les budgets pour pouvoir le faire. Et là, Olivier le disait tout à l'heure, la télé segmentée, en fait, rend tout à fait accessible le média. En ce qui nous concerne, on va commencer avec des campagnes qui pourront démarrer même à partir de 3 000 euros. Et puis, il y a également beaucoup d'annonceurs qui, bien entendu, n'utilisaient pas la
télé parce que pas pertinent du fait de son côté massif et de toucher tout le monde. Et maintenant, avec la capacité de ciblage, ça devient extrêmement pertinent. Donc, c'est vrai que ça, on attend beaucoup du développement de la télé segmentée auprès des petits acteurs locaux et puis également des PME, PMI. Et puis, ce qu'on attend également en 2022, et ça, je pense qu'on en reparlera peut-être plus tard, c'est la possibilité de pouvoir élargir encore tous les ciblages que l'on peut faire aujourd'hui et qui sont basés sur la data des opérateurs, mais de pouvoir les élargir sur des ciblages qui sont plus liés à la data CRM d'un annonceur ou encore une fois à d'autres sources de données. Mais ça, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est une grosse attente de notre part et aussi une grosse attente de nos clients. D'accord. Et Olivier, justement, donc pour TF1, quelles sont les prochaines étapes? Comment va se faire la montée en gamme sur les inventaires? Alors, pour TF1, d'abord, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour être effectivement sans couture, comme le précisait Christophe, parce que pour nous, c'était important d'avoir une expérience qui soit exceptionnelle, en tout cas digne de la première chaîne d'Europe. Donc, ce qu'on a fait au lancement, c'est que nous étions sur un spot décroché par heure sur ce qu'on appelle le day, ce qui signifie que globalement, seuls les écrans qui pouvaient décrocher, c'était des écrans qui étaient de 6 heures du matin à 17 heures maximum. Et au fur et à mesure, nous avons commencé par développer et surtout ouvrir d'autres plages d'accès, notamment ce qu'on appelle l'access prime time et le peak time. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ok, très bien. Donc, ce qui nous a permis effectivement d'ouvrir plus de spots et d'aller sur plus de campagnes. Donc, nous, on n'avait pas véritablement d'enjeu de précipitation, mais de volonté effectivement d'aller sur plus d'espaces disponibles. Et puis surtout, comme le précisait Emmanuel, d'aller sur une granularité de ciblage plus importante, puisque aujourd'hui, nous sommes sur une cinquantaine de ciblages disponibles. Majoritairement, le ciblage qui ressort le plus, c'est ce qu'on appelle le ciblage géoloc, mais on a à notre disposition d'autres types de ciblage, comme évidemment le socio-démo, comme la typologie d'habitat, ce qu'on appelle le géolife, par exemple, savoir quelle catégorie de personnes nous regardent, si on est sur un urbain dynamique ou au contraire sur quelqu'un qui est plutôt en résidence secondaire. Et puis, on a aussi un ciblage dit de consommation média qui nous permet de savoir si nos utilisateurs sont plus ou moins sensibles à de la consommation de vidéos, que ce soit donc de SVOD ou de VOD. Et puis, on a aussi le ciblage dit de composition par foyer qui nous permet d'aller sur la partie CSP du foyer. Ce que l'on voit, c'est que dans nos top segments, les segments les plus utilisés, hormis le ciblage dit de géolocalisation, nous avons le petit consommateur TV qui ressort effectivement comme un ciblage beaucoup utilisé. Donc, un petit consommateur télé, c'est quelqu'un qui regarde la télé moins de 30 minutes par jour. Donc, intéressant d'aller toucher cette personne au moment où il sera devant sa télé. Et puis, toujours dans la catégorie top segment, je vous le disais, hormis le géoloc et le petit consommateur télé, on se retrouve effectivement à avoir des ciblages type géolife ou typologie d'habitat qui revêtent un intérêt très fort. Et puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est le ciblage dit centre d'intérêt qu'on est en train de développer et qu'on mettra en place prochainement dès début 2022. Les centres d'intérêt, c'est brico, décoration, jardinage, auto, sport, bien-être, donc qui pourront effectivement nous permettre d'aller encore plus finement toucher des téléspectateurs sur la télévision segmentée. Voilà pour Grâce à des TF1. données qui sont communiquées par les opérateurs, les fournisseurs d'accès. Évidemment, puisque, comme le précisait Emmanuel, et pour faire plaisir évidemment à Christophe, nous nous basons sur le ciblage de l'opérateur, puisque c'est à travers le ciblage de l'opérateur que nous pouvons qualifier nos campagnes. Et l'étape ultime, c'est de se dire que d'ici peut-être 1 à 2 ans, on sera capable d'onboarder les DMP des annonceurs pour effectivement avoir un ciblage dit harmonisé entre
voilà, les volontés de l'annonceur par le truchement de son agence, et puis la couche de ciblage qu'on sera capable d'opérer conjointe avec l'opérateur et le régisseur, en tout cas la régie. D'accord, donc Christophe, je me tourne vers vous. Les segments sont définis par les régies, par les chaînes de télévision. Comment, au niveau technique, utiliser ces différents segments qui viennent des régies? Là, on est sur des principes similaires au digital, hein. C'est-à-dire que nous, dans la mise en place de la télé segmentée, il y a eu aussi une mise en place d'écrans de collecte de consentement, hein, justement pour avoir les consentements de nos abonnés, et un tagage de la box avec des traceurs pour récupérer toute la consommation télé ou applicative d'ailleurs sur la box de nos abonnés. Et ensuite, on a créé des segments, alors, où on harmonise avec le marché ou à la demande, en fait, en fonction des typologies de segments auprès des chaînes. Et puis après, on met à dispo via notre DMP. Pour le coup, on est sur du standard digital. On met à notre disposition via notre DMP des segments aux serveurs des chaînes qui après peuvent opérer leur campagne telle qu'ils ont vendues auprès de leurs clients. Moi, je rajouterais juste un petit truc où nous, dans le jeu aussi sur 2021 pour Bouygues Telecom, on a aussi un enjeu d'augmenter en fait le nombre, non seulement de box éligibles, hein, puisqu'on a un sujet de travailler le taux d'opt-in et puis essayer d'augmenter le parc adressable. Donc ça, on avait, juste pour info, hein, la F2M a communiqué sur des chiffres, on est sur 4,8 millions de foyers opt-inés adressables en fin d'année 2021, donc 30% du parc IPTV, de point de vue opérateur, où on va monter à 7,1 millions de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. C'est le chiffre publié le SNPTV, et qui sera à peu près 45% du parc IPTV adressable en France. Donc déjà, on va travailler collectivement là-dessus. Et puis sur les segments de données, voilà, on crée des segments soit sur la base de nos traceurs, soit via du CRM onboarding, qui, je pense, arrivera début d'année prochaine pour pouvoir faire tout ce qui est CRM onboarding avec des acteurs type LiveRamp ou autres, ou de la data tierce à terme aussi sur la télé segmentée. D'accord. Alors, avant de rentrer dans le détail de la spécificité française et du parc de box adressable, juste, Emmanuel, pour finir sur le ciblage, du côté de Canal+, quelles sont les améliorations côté ciblage qui sont envisagées, des nouveaux indicateurs, une segmentation plus précise? Mais oui, je pense qu'on en a parlé, on le ressent beaucoup, et je pense, Olivier également, c'est vrai que l'essentiel aujourd'hui des briefs, c'est beaucoup avec de la géolocalisation, mais pas que. Mais ce que l'on entend également, en tout cas d'un certain nombre d'acteurs, c'est une grosse attente sur la capacité de pouvoir en télévision faire du ciblage à partir de la data CRM. Et c'est vrai que c'est quand même super pertinent pour un certain nombre d'acteurs de pouvoir avoir potentiellement une communication différenciée auprès de ses prospects et de ses clients. Voire même aussi en fonction de la typologie de ses clients, de pouvoir là aussi adresser des messages qui soient plus adaptés. Parce que je pense que c'est aussi toute une force de la télé segmentée, c'est de pouvoir en fait proposer à des annonceurs de pouvoir continuer via la télévision classique, j'ai envie de dire, d'adresser une communication de masse, et ça reste extrêmement important. Beaucoup de services, de produits ont besoin d'installer la notoriété, de développer la notoriété, de construire l'image de leur marque auprès de l'ensemble de la population. Et puis après, d'avoir des objectifs de campagne qui, pour certains produits ou sur certains objectifs précis, ont besoin en fait de s'adresser à des populations qui soient beaucoup plus fines. Et donc, la télévision permet en fait maintenant, avec la télé segmentée, de pouvoir remplir les deux cases. Alors, quand je dis maintenant, demain, quand on pourra également adresser toute la data CRM. Et puis, l'attente également, c'est de se dire qu'il y a un certain nombre d'annonceurs pour qui, j'ai envie de dire, la data de l'opérateur est intéressante, mais ce qui est plus stratégique pour eux, ça peut être aussi d'autres types de data. Je pense, par exemple, de la data distributeur. C'est vrai que si je suis une marque de pet food,
ce qui est peut-être plus pertinent pour moi, c'est de pouvoir identifier des gens qui achètent déjà en supermarché de l'alimentation pour chiens et chats, de façon à pouvoir leur diffuser les campagnes uniquement auprès de ces personnes. Et c'est peut-être plus pertinent pour eux que la data d'un opérateur. Et ça, j'ai envie de dire, enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, encore une fois, c'est vrai que pour nous, un des gros enjeux, c'est de pouvoir aussi rapidement que possible élargir les segments data proposés à de la data CRM d'un annonceur et à de la data de distributeurs ou autres. Alors, penchons-nous maintenant plus en détail sur ce qui a fait la spécificité du modèle français et en particulier en comparaison avec les pays voisins, avec ce qui a été développé, vous l'avez évoqué, au Royaume-Uni, aux États-Unis par exemple. En France, le développement a supposé la collaboration étroite d'un grand nombre d'acteurs. Donc, Christophe, comment la collaboration s'est-elle mise en œuvre et quels éléments particuliers distinguent la télévision ciblée en France des autres modèles qui sont déployés dans les autres pays? Alors, souvent, la télé segmentée, si on prend le marché américain, c'est un modèle alimentaire qui appartient aux distributeurs. C'est les opérateurs qui ont les 2 minutes adressables sur le marché américain et qui commercialisent un inventaire spécifique, en fait, qui n'est pas du tout lié à l'inventaire télé, qui est un inventaire de décrochage pour les opérateurs. Là, la particularité du marché français, c'est que les opérateurs ont un rôle d'énableur technique et data pour les chaînes de télé. Donc, l'alimentaire est vraiment sous le contrôle des chaînes. Donc, ça amène aussi une complexité technique. Alors, une complexité sur la mesure, puisqu'on a eu tous des sujets aussi de médiamétrie sur le GRP diminué, puisque quand on remplace un spot qui est vendu au GRP, il faut mesurer l'impact en termes de performance. Et puis, il y avait le sujet pour nous, opérateurs, de comment on s'interconnecte avec un grand nombre d'acteurs, puisqu'on a commencé évidemment par les plus grandes chaînes, mais petit à petit, notre objectif, c'est de rajouter, on a Canal+ qui arrive, et puis demain Énergie, Euronews, d'autres groupes de chaînes, l'équipe, etc. Donc l'idée, il y avait quand même on va dire une dynamique marché à mettre en place, des processus, une simplicité pour pouvoir connecter non seulement l'ensemble des chaînes à un opérateur donné, mais évidemment, à l'inverse, à contrario, pour un TF1 ou pour un Canal+, ce soit, entre guillemets, aussi facile de se connecter à Bouygues qu'à Orange, à SFR et de Mainfree. Donc, il y a eu des travaux qui ont été faits côté AF2M et SNP TV pour s'harmoniser sur des process de marquage de flux dont parlait Emmanuel, par exemple. Donc, pour signaler en fait où sont les coupes-pubs, pour aussi des process opérationnels de comment se connecter aux serveurs des chaînes pour obtenir la décision publicitaire et l'exécuter, comment aussi gérer tout ce qui était processus pour récupération des créatives, puisqu'on est dans un contexte télé, donc il y a tout l'IRPP à récupérer, vérifier que la qualité technique est là pour que ce soit sans couture. Voilà, donc tout cet aspect opérationnel, ça a été un gros travail depuis les 2-3 dernières années, ça a duré quand même un petit moment de faire cette spec. Voilà, ça a permis d'atteindre la publication du décret. Mais voilà, donc il y a eu quand même un gros travail, et les chaînes, et Emmanuel et Olivier en parleront aussi mieux que moi côté chaîne, mais il y a eu aussi un travail côté chaîne sur la décision publicitaire pour relier les autres serveurs aux informations du live. Donc voilà, donc cette complexité, pour moi, elle est unique au monde, le fait d'avoir quelques minutes avant une coupe pub, la capacité pour une chaîne de décider non seulement quel spot elle veut afficher, mais aussi à quelle position elle veut le remplacer. C'est vraiment décidé au dernier moment par la chaîne. Et c'est ce qui a fait aussi toute cette complexité au niveau opérationnel et technique. Et c'est aussi pour ça qu'on avait, nous, en tant qu'opérateur, demandé ce qu'il fasse de MVP pour valider que ça fonctionne bien. C'est ce que je disais tout à l'heure dans l'année 0 de la TLC. Voilà, où là, on était on fait tourner une innovation qui est un peu unique au monde et un peu ce qui est marché, puisque Free a même rejoint la F2M pour participer au projet. Et donc après, voilà, on sait qu'à terme, on aura les 4 opérateurs principaux qui fourniront des services de télé segmentés pour l'ensemble des chaînes de télé françaises. Alors, et pour rebondir, en fait, je t'écoutais, Christophe, et pour rebondir sur ce que tu dis, et c'est ce qui fait toute la fameuse spécificité et le charme du marché français, c'est que au-delà du fait qu'effectivement les opérateurs sont des enablers et puis ce sont les régies qui commercialisent, le fait est qu'on est aussi sur un marché sur lequel
il y a plusieurs opérateurs qui ont du poids. Donc, voilà, on n'est pas sur un marché où il y a un ou deux gros opérateurs. Et puis, la dernière chose aussi, c'est qu'on a fait le choix en France d'avoir, sur la télé segmentée, d'avoir fait le choix de remplacer un spot broadcast, diffusé au niveau national, de remplacer un spot par un spot segmenté. Donc, ce qui ajoute aussi une petite contrainte, parce que pour pouvoir le faire, bien entendu, on ne peut remplacer un spot que par un spot qui a exactement la même durée, de façon à pouvoir garantir toute l'expérience utilisateur dont parlait Christophe tout à l'heure, et que tout ça se fasse en couture. Donc, c'est vrai qu'on s'est aussi rajouté une petite contrainte là-dessus, contrairement à d'autres marchés où, en fait, on a des écrans de télé segmentés. C'est notamment le cas aux US, en Angleterre aussi. On a ça. Et donc, ce qui facilite aussi un petit peu les choses. Et donc, cette complexité, quelque part, et on l'a tous en tête, ça fait, et on en est tous parfaitement conscients, que la collaboration, c'est plus que jamais un prérequis pour que le marché décolle. Pour ça, laisser la parole à Olivier, mais qu'on puisse expliquer aussi tout ce qui est fait au niveau des opérateurs, ce qui est fait entre les opérateurs et les régies, parce qu'il y a un travail énorme qui a été mené depuis plus de 2 ans, et puis également entre nous, au sein du SNPTV, au sein des régies, pour le plus possible simplifier la vie de nos clients. Allez-y, Olivier. Ouais, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel et même Christophe, c'est vrai qu'on peut parler de spécificité française pour la TVS, car vraiment tous les acteurs se sont mis autour de la table pour définir une norme de TVS. Alors, c'est la spécificité française et c'est pour ça qu'on aime tant notre beau pays. C'est qu'effectivement, on a su mettre les FAI, les régies, évidemment les éditeurs, pour acter de cette roadmap commune, évidemment avec le SNPTV et la F2M. Donc, ça a d'abord été des discussions techniques qui étaient d'abord à opérer pour avoir un parc installé. Et effectivement, après, je pense que ça fera l'objet de nos discussions. On pourra parler d'évolution du parc installé et de montée en puissance de la télévision segmentée. Mais d'abord et avant toute chose, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a conçu côté TF1, c'était effectivement s'accorder tous ensemble. Et là, on parle aujourd'hui de lancement de la TV segmentée, mais il y a aussi des discussions autour de comment présenter un bilan de télévision segmentée. Là, on est plutôt dans la partie vente d'espaces publicitaires pour s'assurer effectivement d'avoir une harmonisation, que ça soit si on travaille avec Canal+, France Télévisions, M6, voire TF1, d'avoir en tout cas pour nos annonceurs, par le biais de nos agences, d'arriver effectivement avec un bilan commun. Tout simplement pour pouvoir donner une norme de la télévision segmentée, je dirais du début jusqu'à la fin, qui soit digne de ce qu'on produit en télévision en règle générale. D'accord, donc vous évoquez la taille du parc adressable. Aujourd'hui, le parc adressable, ce sont essentiellement les box IPTV qui sont déployés par les fournisseurs d'accès Internet. Donc, tout à fait. Oui. Donc, je me tourne vers Christophe. La taille du parc, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc, les utilisateurs doivent avoir le bon équipement et doivent donner leur consentement. Donc, quelles contraintes sont créées par ce système? Alors, comme on le disait, il y a une contrainte déjà des box techniquement éligibles. Alors, même si l'effet Covid a accéléré le déploiement de la fibre, puisque pouvoir faire des conférences par Zoom ou par Teams, il y a une forte demande, il y a une forte transformation du parc ADSL en parc de fibre, donc avec un débit suffisant pour pouvoir faire la télé segmentée en dernière minute. Comme je disais, la problématique française, c'était qu'en plus, les chaînes peuvent décider au dernier moment, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir un catalogue de publicité ou une définition bien en avance de ce qui va se passer sur une box donnée, puisque c'est vraiment une décision publicitaire box à box. Et donc on avait, nous, des problématiques d'infrastructure côté opérateur pour pouvoir fournir un service suffisamment robuste et sans impact pour nos clients. Donc, sans impact, c'est non seulement l'image, donc ce que je disais, sans couture, mais c'est aussi que le foyer, dans les foyers, souvent, il y a des gens qui font autre chose aussi, ils regardent la télé, mais il peut y avoir des gens qui jouent à des jeux vidéo, etc. Donc, il faut que l'expérience globale du foyer, sur l'aspect Internet, ne soit pas impactée par le service de télé segmentée. Donc, c'est aussi ça qui a amené un peu de complexité côté opérateur.
Après, voilà, nous, on avait une problématique d'opt-in, hein, puisque évidemment, on doit être compliant avec le RGPD. Ça c'est ultra standard, il n'y a pas de débat là-dessus. Le seul sujet qui a été une discussion au niveau marché, c'était d'expliquer que c'est des opérateurs qui font la collecte des consentements auprès de leurs abonnés et qui les transmettent aux différentes chaînes pour éviter la multiplication d'écrans de consentement sur nos box. Voilà, c'est centralisé par l'opérateur, cette collecte de consentement et après transmis aux différentes chaînes. Et puis, il y avait toute une mécanique. Voilà, est-ce que j'ai assez de débit? Est-ce que la box est suffisamment récente pour supporter un switch vidéo sans couture, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on voit une progression, comme je disais, entre 4,8 millions fin d'année 2021, où on passera à plus de 7 millions fin d'année 2022, et ça continuera à croître au fur et à mesure aussi que les parcs évolueront avec le déploiement de la fibre et la mise en des box. D'accord. Et quelle proportion donne son consentement pour avoir une idée? Alors, au global, on est sur, si je prends au niveau AF2M, on est sur un taux à 60-70% le taux de consentement. Voilà, donc voilà. On travaille avec du travail explicatif, et ça, c'est pas que la F2M, c'est vraiment un travail global, marché, avec le SNPTV, etc., d'expliquer à nos clients pourquoi c'est intéressant d'accepter la télé segmentée, qu'on respecte évidemment leur vie privée et toutes les problématiques de données personnelles, mais voilà, on le voit aussi comme un service fourni à nos abonnés. D'accord. Et donc, l'offre de télésegmentée, est-ce qu'elle sera à terme déclinée en dehors des box IPTV et sur d'autres types d'écrans? Alors, côté Bouygues, évidemment, et je pense que c'est le cas aussi pour mes collègues et concurrents côté deuxième, c'est évidemment le 65% de la télé aujourd'hui est consommée via des box IPTV. C'est aussi la particularité du marché français, c'est la forte pénétration des box. On n'a pas l'effet de cord cutting qu'on peut voir, en tout cas, on a moins l'effet du cord cutting qu'on peut voir sur d'autres marchés comme le marché américain, où il y a vraiment deux mondes entre l'adressable TV, les opérateurs et la connected TV. Là, en France, les box opérateurs associent le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on est sur l'adressable TV, donc des box opérateurs avec la qualité, etc. du flux vidéo. Et en même temps, on est sur des box qui sont connectées à IP, donc on a les capacités techniques des téléconnectés. Donc, avec donc, du tracking, par exemple, vaste sur les spots remplacés, demain du programmatique. Donc, là, c'est des choses qui arriveront petit à petit. Donc, on a sur la partie France, on va dire, d'abord, évidemment, c'était les set-top box, la priorité des opérateurs. Et évidemment, nous, sur 2022, pour parler là que de Bouygues, en termes de roadmap, on a prévu, évidemment, de déployer aussi la solution de télésegmentée sur BTV+, qui est notre application qui est sur les téléconnectés de type Samsung, ou sur BTV, qui est notre appli mobile et tablette sur des télé. Donc ça, nous, on travaille aussi l'OTT. Un tient un profit aussi de ce qui a été fait sur les set-top box, parce que la problématique de la CTV, c'est aussi des problématiques d'infrastructure. Hein. Elles sont là sur les box, elles seront là aussi en CTV. Et donc, de toute façon, si on veut augmenter et avoir un maximum de foyers adressables, voilà, nous, en tant que distributeur, on considère qu'on est légitime justement à travailler les différents canaux de distribution, non seulement les box, mais la partie OTT. Et donc, voilà, donc dans nos objectifs de croissance sur 2022, il y a non seulement rajouter des chaînes, comme je le disais, avec Canal qui arrive, et puis Énergie et d'autres qui vont arriver après, et aussi ajouter des devices. Donc, d'abord nos box, mais demain, des télés Samsung, vous pouvez acheter dans les boutiques Bouygues si jamais vous voulez avoir une offre de voilà. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment de travailler tout le spectre de notre distribution. Et toujours sur le parc, donc les foyers adressables, l'opérateur qui n'a pas encore d'offre TV segmentée sur son parc, c'est Canal+. Donc là, à quel horizon, Emmanuel, on peut envisager un déploiement sur Canal+? Tout d'abord, un grand merci, parce que c'est vrai, on oublie parfois que Canal+, c'est aussi un opérateur. Donc aujourd'hui, très concrètement, on a fait un état des lieux, à peu près en fait 3000 foyers qui
potentiellement, enfin 3000 foyers abonnés Canal, hein, qui potentiellement seraient techniquement adressables pour la télé segmentée. Après, ben, comme le disait Christophe, il y a l'opt-in. Donc, si on part ensuite sur un opt-in, en gros, entre 60 et 70%, ça nous amène, en gros, à 1,8 et un peu plus de 2 millions en fait, de foyers qui techniquement pourraient être adressables. Maintenant, tout ce parc ne sera pas adressable du jour au lendemain. C'est loin d'être simple. Je pense que Christophe le sait bien. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va le faire par étapes. Et là, très concrètement, hein, on est en train de cadrer tout ce projet. On va commencer a priori par notre parc OTT, donc qui est le plus facile, le moins difficile en fait à déployer, sachant qu'on a déjà pas mal d'outils en interne, je pense, qui vont nous permettre d'accélérer assez vite là-dessus et pour pouvoir en fait en 2022 proposer la télé segmentée sur OTT. Et puis ensuite, ce que l'on souhaite, c'est de pouvoir le faire sur notre parc satellite. On a un parc satellite hybride satellite OTT. Alors ça, c'est un parc qui est important, hein, en millions d'abonnés. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand vous recevez en fait vos chaînes en satellite, donc vous avez le flux descendant du satellite, et ce qu'il faut, c'est au moment de l'écran publicitaire, basculer sur de l'OTT, hein, pour pouvoir proposer la télé segmentée. Et donc, dit comme ça, c'est vite dit, hein, à mettre en place, c'est un tout petit peu moins simple. Et donc là, aujourd'hui, les équipes sont en train de définir les ressources nécessaires et ensuite la roadmap réaliste pour pouvoir le lancer. Donc, en 2022 en OTT et puis après, je pense plutôt sur 2023 sur un parc qui est plus large. Alors justement, toute cette complexité et tous ces défis techniques et l'intervention de tous ces acteurs dans la mise en place du service a un impact sur les coûts. Aujourd'hui, maintenant je me tourne vers vous Olivier, comment sont positionnés les spots en TV segmentés en termes de prix? Les indicateurs sont-ils comparables entre la télévision traditionnelle ou le digital et la télévision segmentée? Alors, pour répondre à votre question, déjà la télé segmentée, comme je le précisais, c'est ce que nous on appelle le meilleur des deux mondes. Donc, comme je le précisais, c'est-à-dire le plus grand écran du salon avec toutes les capacités offertes du digital. Et donc forcément, ça a un prix. Et aujourd'hui, si on doit donner une idée du prix, oui, la télé segmentée, c'est plus cher que la télévision, je dirais, classique, linéaire, mais c'est également plus cher que du digital, en tout cas, que les offres que nous, on peut commercialiser, notamment sur MyTF1. Tout simplement pour une raison très simple, c'est que dans ce prix, il y a une composante qui est importante, c'est celui du reversement auprès de l'opérateur, tout simplement parce qu'on utilise les capacités de ciblage de l'opérateur et donc ça inflate le prix. Maintenant, moi, j'aime bien avoir une réponse qui n'est pas une réponse juste de dire c'est plus cher. Parce que plus cher, en fait, c'est par rapport à quoi? Et ce qui va compter, en fait, c'est de voir quel est le ROI et surtout, après analyse de nos agences et puis évidemment de nos annonceurs, de savoir comment on va se situer et surtout quel va être le bénéfice de la télévision segmentée par rapport à une campagne VOL classique ou une campagne télé traditionnelle. Donc nous, ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, en tout cas, les premiers retours qu'on a de la part d'annonceurs, on est plutôt sur du test and learn. On est moins dans une problématique de discussion de prix, de vente d'achat d'espace. Maintenant, effectivement, pour être complètement transparent, dans les échanges qu'on peut avoir, notamment avec nos partenaires agences, le premier feedback a été celui du prix. Après, on peut aussi avoir en regard ce qui se fait dans d'autres pays, notamment les prix de la TVS, que ce soit en Allemagne ou en Belgique, on est aux alentours de 90 € du CPM. Sur le marché britannique, c'est plutôt au UK aux alentours de 25 € et la France a plutôt tendance à se situer dans cette fourchette-là. En tout cas, nous, notre approche dès le départ, ça n'a pas été de dévaloriser le prix de la TV segmentée. On a effectivement un prix. Oui, c'est un prix qui est plus élevé que le prix, comme je vous le disais, traditionnel de la vente digitale.
Maintenant, voilà, on est sur cette partie-là, en tout cas, on défend notre position. On ne bradera pas la télévision segmentée, tout simplement parce que déjà l'inventaire, il n'y est pas extensible dans un premier temps, en tout cas en ce qui concerne le MVP que l'on continue avec Bouygues et puis celui qu'on va bientôt ouvrir avec SFR. Donc, important en tout cas pour nous d'avoir à l'esprit que ça a un prix, mais derrière, ça a une efficacité. Et pour le coup, on va mener avec le SNP-TV à la fin du premier semestre 2022, une première étude justement pour pouvoir donner des chiffres et pouvoir défendre effectivement les vertus de la télévision segmentée. Preuve à l'appui, comme on peut le mesurer, évidemment en digital, parce que c'est une grande force du digital, mais également aussi en télé, qui, je le rappelle, a un ROI exceptionnel, puisque pour 1 euro investi en télévision, vous récupérez 5 euros et sur la VOL aux alentours de 10 euros. Donc, il faudra qu'on puisse amener effectivement des preuves, les bénéfices de la télé segmentée pour pouvoir défendre les investissements au futur de nos annonceurs. Ouais, je rebondis complètement sur ce que tu dis, Olivier. Et puis, quand on parle de prix, en fait, il faut aussi penser à ce que la télé segmentée, enfin, permet aussi potentiellement d'économiser. Quand on a une campagne aujourd'hui en télévision, ben, on le sait bien, hein, on a un certain nombre de foyers qui peuvent être exposés 10, 15, 20 fois, même plus parfois, si on est des gros consommateurs de télé. Et à un moment de repenser en fait son investissement sur sa campagne broadcast pour finalement à un moment arrêter d'adresser la publicité à des gens qui l'ont déjà vu 15 fois et se concentrer sur, tu en parlais tout à l'heure, ces fameux petits consommateurs télé, de ceux qui ne l'ont pas encore vu ou qui l'ont très peu vu. Mais j'ai envie de dire que derrière, on voit bien qu'il y a des poches d'économie derrière. Et de la même manière, et c'est aussi l'objet du ciblage, c'est pouvoir adresser sa publicité uniquement à ceux qui sont sur le marché pour la marque. C'est quand même super pertinent. Je sais pas, une marque comme Pampers, par exemple, c'est vrai que moi, j'ai plus de petits-enfants, j'ai pas non plus, je suis pas grand-mère, j'ai pas non plus des petits-enfants, donc j'ai envie de dire, je suis absolument pas intéressée par une publicité Pampers. Donc, se dire, par exemple, pour Pampers, adresser uniquement, en fait, les foyers dans lesquels il y a un enfant en bas âge, j'ai envie de dire que ça fait sens. Et en gros, pour une marque dont j'ai envie de dire que la pénétration est en gros entre 5 et 25%, la télé segmentée, c'est ultra pertinent et d'un point de vue financier également. Alors, pour conclure, car on arrive doucement à la fin de ce panel, Christophe, quels sont aujourd'hui les indicateurs de performance des campagnes publicitaires sur la télévision segmentée sur lesquels justement peuvent se reposer les annonceurs? Alors, nous, évidemment, on n'a pas la relation avec les annonceurs. Par contre, nous, en tant que coopérateur, et on a discuté, Viviane l'a évoqué, on a la data déterministe d'exposition des foyers. Et donc, on est en capacité et on travaille dans ce sens-là d'ailleurs avec le SNP-TV, de à terme fournir des bilans avec de la répète et du contact cross-chain, en fait, d'avoir des bilans un petit peu équivalents à ce qu'on peut avoir aussi en digital, avec des taux de completion, etc. Donc, nous en tant que tel, on n'est pas impacté par la performance des campagnes de télé segmentées, si ce n'est qu'on fournit la data à des partenaires pour pouvoir justement mesurer. C'est le cas, nous, avec Data Plus Math ou Realytics, entre autres, pour avoir des mesures basées sur des déterministes, sur un panel, entre guillemets, de 2,5 millions de box de télécom, si on prend en termes de taille de parc mesurable. Après, nous, on est en tant qu'opérateur, comme je disais, on n'a pas la relation avec les annonceurs et les agences. On est plutôt vraiment en mode qu'est-ce qu'on doit fournir en termes de capacité technique ou de data pour pouvoir en fait aider le marché à se développer. Puisqu'on parlait du coût de la télé segmentée, il y a un coût opérateur, ça c'est clair, puisque la partie technique et data n'est pas neutre, et loin d'être neutre côté opérateur sur les investissements que nous on a fait depuis les 3 dernières années. Mais c'est ça, on croit au marché, on croit d'ailleurs on croit même en tant qu'annonceur, parce qu'on va aussi lancer notre première campagne de télé segmentée bientôt. Donc on croit aussi que voilà, il faut que la télé segmentée se développe et on va aider en relation avec le SNP-TV et les chaînes de télé à amener ce qu'il faut pour que vous puissiez faire de la mesure, en tout cas que les annonceurs soient rassurés sur la performance.
et que finalement le ROI est super et que le prix n'est pas cher du tout. En fait. D'accord, on va terminer sur cette note positive. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette session. Merci en particulier à nos invités pour tous ces détails. Nous vous retrouvons pour la discussion suivante dans 15 minutes pour un focus sur la télévision adressable en Belgique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci à tous.